monsieur, bonsoir. Il a suffi d'un livre, du témoignage froid d'un général de l'armée française pour qu'une page sombre de notre histoire ressurgisse 40 ans après les faits. 1957, la bataille d'Alger oppose l'armée française aux partisans de l'indépendance dans une guerre qui ne dira jamais son nom, mais qui ira si loin dans la violence qu'un rapport officiel évoquera la reprise des pires méthodes de police rendues célèbres par la Gestapo. À cette époque, à partir du 12 mars 1956, les hommes politiques vont déléguer l'ensemble des pouvoirs de justice à l'armée et aux tribunaux militaires. Un seul objectif leur est assigné, décapiter le FLN, le Front de Libération Nationale, le mouvement nationaliste qui encadre l'insurrection algérienne. Sous les ordres du général Massu, une petite poignée d'hommes va alors organiser la répression sans limite et sans contrôle. Interpellation massive, intimidation, torture et exécution. La règle, c'est qu'il n'y a plus de règles, seul compte le résultat, à n'importe quel prix. Dans quelques minutes, nous recevrons le général Ossarès, mais voici d'abord le témoignage d'un sous-officier qui, pour pièce à conviction, a décidé de sortir du silence. Il témoigne pour la première fois depuis 40 ans et raconte sa bataille d'Alger. Les épisodes de ce récit se sont déroulés au cours de l'année 1957, à Alger. L'homme qui les raconte, pour la première fois, vit aujourd'hui dans le sud de la France. Un jour, on nous a annoncé qu'on allait, on appelait ça nettoyer la ville d'Alger. 1957, Antonio Bastiani est légionnaire parachutiste. À 24 ans, cet immigré italien sort d'une autre guerre coloniale, celle d'Indochine. Il est sous-officier au 1er régiment étranger parachutiste, unité d'élite de l'armée française. Il est évident qu'on ne pouvait pas mettre des petites annonces sur les journaux pour attraper les félagans. Les techniques étaient simples. C'était d'arrêter des suspects, les faire parler pour pouvoir aller toujours plus loin dans les recherches, pour arrêter d'autres poissons, des poissons plus gros. Je peux vous dire que ça se passait avec la plupart des fois, j'ai bien dit, avec le courant, avec une prise de courant de 100 volts, qu'on branchait n'importe où. S'il y avait de courant, vous faites une fourchette, vous coupez les deux fils, les deux pôles, et puis vous la passez soit à la nuque ou ailleurs, même plus bas. Bon, c'est quand même difficile d'y résister. Ou alors à la baignoire. On les passait à la baignoire. La baignoire, ça veut dire lui remplir l'estomac d'eau, l'étouffer, le sortir, tu parles, non, goule, allez, en bas encore, et voici de suite. Si on n'avait pas la baignoire ou le tuyau débranché, par exemple, sur un robinet, on envoyait un 4x4, un GMC avec 7, 8 jerrycans, 10. Il les remplissait d'eau, il venait sur le lieu où on interrogeait. On attrapait le gars, on lui attachait les mains, comme ça, avec une ficelle. C'est facile, hein? Faites comme ça. Là, comme ça, vous lui passez un bâton entre, il est mobilisé. Un d'un côté, un de l'autre, un manche à balai, hein? Et puis vous le fichez sur un pneu. Le pneu l'empêche de se tourner à gauche à droite, vous lui mettez une serviette, un mouchoir, un chiffon, n'importe quoi sur la bouche, et avec la jerrycan, vous lui remplissez l'estomac. Quand il est plein, vous mettez un pied sur l'estomac, vous le videz et vous recommencez. Ben, à l'époque, on disait qu'il y avait des gens qui payaient pour se faire des lavages d'estomac. Et nous, malheureusement, on les faisait gratuitement. Vous savez, un interrogatoire dans les détails. Tout d'abord, non. Non. Tout d'abord, je crois qu'on aurait du mal à croire. Il faudrait vraiment participer, le voir en interrogatoire. Mais je crois que la première fois que l'on voit un interrogatoire,
On ne mange pas le soir. On n'a pas faim. Le contexte à l'époque, il n'y avait pas, je ne crois pas qu'il y avait d'autres moyens. Quand on parlait de nettoyer une ville, c'était pas une guerre. Mais généralement, les suspects que vous interrogiez de cette manière, que vous torturiez, parlaient? Pas tous. Il y en a qui crevaient avec dignité sans parler. Il faut dire ce qu'il en est. Il y en a qui ne parlaient pas. Il y en a d'autres qui lâchaient prise quand ils parlaient. Et puis, une fois qu'ils étaient dans le cercle de parler, ça venait petit à petit. Hein. Aujourd'hui, une chose, demain l'autre. Et puis, il y avait le copain qu'on ramassait qui venait alimenter d'autres renseignements. Voilà comment ça marchait. C'était par des renseignements jour et nuit. Ça, c'était jour et nuit. La section de légionnaires parachutistes a notamment opéré dans ce secteur d'Alger, à proximité du quartier du Clos Salombier. Le centre de torture était installé au fond du ravin de la Femme Sauvage, dans un ancien dépôt militaire, sorte de tunnel, enterré à flanc de colline. À l'indépendance, son entrée a été murée. Au ravin de la Femme Sauvage, il y avait un tunnel. Je suppose qu'il était de la dernière guerre, où ils mettaient, je pense, des munitions, avec un portail en fer d'ailleurs. Là-dedans, j'avais une quinzaine de bonhommes à l'extérieur du tunnel. À l'intérieur du tunnel, il était assez large. À droite et à gauche, on avait planté des piquets et on avait attaché les prisonniers par les pieds écartés en croix et les mêmes écartés. Poignets et pieds. Alors, ils restaient là jusqu'à on en avait besoin. Et après? Après, on les amenait à la forêt, ce que nous on appelait Corvée-Bois, et nous, dernièrement, on appelait ça aller aux champignons. Et concrètement, ça signifiait? Ben, ça signifiait qu'il y avait toujours la personne dans la compagnie qui s'en servait de son revolver sans trop de rafales. Coup de revolver à la nuque. D'abord déshabillé, il fallait qu'ils restent à poil, ramasser dans un sac leur linge, je suppose que c'était pour ne pas reconnaître le linge, et puis ils restaient là. Si on pouvait brûler le linge sur place, ça va, si c'était la forêt où il prenait feu, bon, mais on amenait le sachet de linge ailleurs, quoi. On le dépotait loin. Et ils étaient enterrés sur place, les corps? Enterrés sur place. Vous savez, c'est les chacals qui faisaient le reste.